Après le déjeuner, ma lecture reprenait tout de suite. Surtout si la journée était un peu chaude, on montait se retirer dans sa chambre. Les théories de William Morris édictent qu'une chambre n'est belle qu'à la condition de contenir seulement des choses qui nous soient utiles, et que toute chose utile, fût-ce un simple clou, soit non pas dissimulée, mais apparente. Au-dessus du lit, aux murs nus de ces chambres hygiéniques, quelques reproductions de chefs-d'œuvre. À la juger d'après les principes de cette esthétique, ma chambre n'était nullement belle, car elle était pleine de choses qui ne pouvaient servir à rien et qui dissimulaient pudiquement, jusqu'à en rendre l'usage extrêmement difficile, celles qui servaient à quelque chose. Mais c'est justement de ces choses qui n'étaient pas là pour ma commodité, mais semblaient y être venues pour leur plaisir, que ma chambre tirait pour moi sa beauté. Toutes ces choses qui, non seulement ne pouvaient répondre à aucun de mes besoins, mais apportaient même une entrave, d'ailleurs légère, à leur satisfaction, qui évidemment n'avait jamais été mise là pour l'utilité de quelqu'un, peuplaient ma chambre de pensées en quelque sorte personnelles, avec cet air de prédilection d'avoir choisi de vivre là et de s'y plaire, qu'ont souvent, dans une clairière, les arbres, et au bord des chemins ou sur les vieux murs, les fleurs. Elle la remplissait d'une vie silencieuse et diverse, d'un mystère où ma personne se trouvait à la fois perdue et charmée. Elle faisait de cette chambre une sorte de chapelle. Quant à la photographie du printemps de Botticelli, qui, au mur des chambres, est la part concédée par William Morris à l'inutile beauté, je dois avouer qu'elle était remplacée dans ma chambre par une sorte de gravure représentant le prince Eugène, terrible et beau dans son dolman, et que je fus très étonnée d'apercevoir une nuit, toujours terrible et beau, à la porte d'un buffet de gare, où il servait de réclame à une spécialité de biscuits. Je soupçonne aujourd'hui mon grand-père de l'avoir autrefois reçu comme prime de la munificence d'un fabricant, avant de l'installer à jamais dans ma chambre. Mais alors, je ne me souciais pas de son origine, qui me paraissait historique et mystérieuse, et je ne m'imaginais pas qu'il pût y avoir plusieurs exemplaires de ce que je considérais comme une personne, comme un habitant permanent de la chambre que je ne faisais que partager avec lui, et où je le retrouvais tous les ans, toujours pareil à lui-même. Il y a maintenant bien longtemps que je ne l'ai vu, et je suppose que je ne le reverrai jamais. Mais si une telle fortune m'advenait, je crois qu'il aurait bien plus de choses à me dire que le printemps de Botticelli. Pour moi, je ne me sens vivre et penser que dans une chambre où tout est la création et le langage de vie profondément différente de la mienne, d'un goût opposé au mien, et où je ne retrouve rien de ma pensée consciente, où mon imagination s'exalte en se sentant plongée au sein du non-moi. Je ne me sens heureux qu'en mettant le pied dans un de ces hôtels de province aux longs corridors froids, où le vent du dehors lutte avec succès contre les efforts du calorifère, où chaque bruit ne sert qu'à faire apparaître le silence en le déplaçant, où les chambres gardent un parfum de renfermé que le grand air vient laver mais n'efface pas, et que les narines aspirent sans foi pour l'apporter à l'imagination qui s'en enchante, qui le fait poser comme un modèle pour essayer de le recréer en elle, avec tout ce qu'il contient de pensées et de souvenirs. Ou le soir, quand on ouvre la porte de sa chambre, on a le sentiment de violer toute la vie qui est restée éparse, de la prendre hardiment par la main quand, la porte refermée, on n'entre plus avant, de toucher partout la nudité de cette vie dans le dessein de se troubler soi-même par sa propre familiarité en posant ici et là ses affaires, en jouant le maître dans cette chambre pleine jusqu'au bord de l'âme des autres, et qui garde jusque dans la forme des chenets et le dessin des rideaux l'empreinte de leurs rêves, en marchant pieds nus sur son tapis inconnu. Alors, cette vie secrète, on a le sentiment de l'enfermer avec soi quand on va, tout tremblant, tirer le verrou, de la pousser devant soi dans le lit et de coucher enfin avec elle dans les grands draps blancs qui vous montent par-dessus la figure, tandis que tout près, l'église sonne pour toute la ville les heures d'insomnie des mourants et des amoureux.